Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un paradoxe. Durant les 18 premiers mois de sa présidence, Trump a menacé de sortir les États-Unis de l'OTAN. Il a imposé des droits de douane au Canada, à l'Europe, au Japon. Des alliés qui se sont battus aux côtés des soldats américains pendant des décennies. Il a dit que l'UE était pire que la Chine. Et de l'autre côté, il n'a cessé de flatter Poutine et minimiser ses actions en Ukraine, en contradiction totale avec les agences de renseignement américaines. Il appelle Xi Jinping un homme brillant. Il note sa réunion avec Poutine 10 sur 10. Agressif avec ses alliés, chaleureux avec ses adversaires. Y a-t-il réellement une stratégie derrière tout ça ? Ou bien est-on en train d'assister à la gestion diplomatique la plus hasardeuse de tous les temps ? Juillet 2025, l'Union européenne signe un accord commercial dans le propre terrain de golfe de Trump, en Écosse. 15% de droits de douane sur toutes les exportations européennes. 0 sur les exportations américaines. François Bayrou a appelé ça une soumission. Pourtant, ils ont signé quand même. Les dépenses des pays membres de l'OTAN dans la défense ont battu des records depuis l'institution de Trump. Tous les alliés atteignent désormais l'objectif des 2% du PIB. Au sommet de La Haye, les alliés se sont engagés à 5% du PIB d'ici 2035. Pourquoi est-ce que les alliés continuent de se soumettre et d'accepter des deals à sens unique ? Pour le comprendre, revenons en juillet 2025 et la mise en place des droits de douane de Trump. À ce moment-là, la Commission européenne avait des contre-mesures prêtes à être dégainées pour rendre la monnaie de leur pièce aux États-Unis. 93 milliards d'euros de droits de douane. Mais les États membres les ont refusés pour aller signer un accord, celui même que Bayrou a appelé une soumission. Même Friedrich Merz, le chancelier allemand, a dit que cet accord allait significativement nuire aux finances de son pays. Et il a signé. Alors pourquoi ? Parce que cet accord commercial, il était en réalité bien plus profond. Des rapports ont établi que l'administration Trump l'avait lié au maintien du soutien américain à l'Ukraine. En gros, signez le deal ou on arrête de soutenir l'Ukraine. Arrêtons-nous 2 minutes sur ça. La Commission européenne voulait riposter. Elle avait 93 milliards d'euros de sanctions prêts à dégainer. Mais la politique commerciale ne se décide pas uniquement à Bruxelles. Elle se décide dans chaque État membre. Et la France, l'Allemagne, la Pologne, ils ne pouvaient pas se permettre de contrarier l'homme qui les protège de la Russie. L'accord, il n'était pas raisonnable. Personne de sensé ne pourrait accepter ça. Tout le monde l'a dit publiquement. Mais par contre, il était forcé. Et c'est ça le piège. Et c'est pas Trump qui a construit cette dépendance. Elle remonte à 1949, au moment où l'OTAN a été fondée et où l'Europe a échangé sa souveraineté militaire contre la protection américaine. Tout part de là. Ce deal tenait depuis plus de 70 ans. Et Trump a compris qu'il pouvait utiliser ce levier pour avoir tout ce qu'il voulait. Des deals inéquitables, des humiliations publiques, pas de problème. Le reste du monde les accepte, parce que le coût de perdre la protection américaine est toujours plus élevé. Donc, la stratégie agressive de Trump avec ses alliés semble porter ses fruits. Il a obtenu des résultats convaincants, des deals incroyablement favorables aux États-Unis. Sauf que, il y a un hic. Et ça, c'est quelque chose que Trump n'avait pas vu venir. En effet, les dépenses européennes consacrées à l'OTAN en 2025, c'est plus de 574 milliards de dollars, avec un objectif à 800 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Les actions des entreprises de défense européennes explosent. Rheinmetall, le plus grand fabricant d'armes allemand, est en hausse de plus de 13% depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Trump a dit à l'Europe de dépenser plus, il dépense plus. Mais regardez bien qui obtient les contrats. Aujourd'hui, 58% des importations d'armes en Europe proviennent des États-Unis. Le nouveau programme de prêt de défense de l'UE, appelé SAFE, exige que 65% de la valeur totale des achats aille à des fabricants européens ou ukrainiens. Maximum 35% de l'extérieur. L'argent investi ne sert pas à acheter des armes américaines, il sert à construire des armes européennes. Et ça va même plus loin que les achats d'armes. En mars 2026, Emmanuel Macron a tenu un célèbre discours à la base des sous-marins nucléaires de l'île Longue. Il a annoncé la première augmentation du stock de têtes nucléaires françaises depuis 34 ans. Il a introduit la dissuasion avancée. C'est un cadre pour étendre la protection nucléaire française à ses alliés européens. 21 pays ont rejoint l'initiative européenne de bouclier aérien antimissile. La feuille de route de préparation à la défense de l'UE a défini des programmes communs, allant des drones aux missiles longue portée. Chacun de ces programmes va construire quelque chose que seule l'Amérique faisait jusqu'ici. Donc la stratégie agressive de Trump, elle a certes produit des très bons résultats à court terme,
Mais à long terme, elle a poussé ses alliés vers plus d'autonomie, moins de dépendance aux États-Unis. Chaque humiliation donne aux alliés une raison supplémentaire de construire des alternatives. Et chaque alternative rend le levier américain un peu moins puissant. Passons à l'autre côté, celui des supposés ennemis des États-Unis. En août 2025, à la base aérienne d'Elmendorf-Richardson en Alaska, Trump a déroulé le tapis rouge pour Vladimir Poutine, un homme pourtant sous mandat d'arrêt international pour crimes de guerre. 3 heures de réunion à huis clos, aucune question de presse à la sortie. Poutine a directement proposé une réunion de suivi à Moscou quelques mois plus tard. Le magazine Time a décrit l'accueil comme « taillé pour un ami proche, pas pour un criminel de guerre ». Stephen Pfeiffer, au Brookings Institution, a décrit une très bonne journée pour Poutine. Poutine a simplement donné un peu de son temps et a pris un vol pour l'Alaska. Il a utilisé un peu de langage diplomatique sur l'Ukraine. Et en échange, il a reçu une légitimité internationale. Et une OTAN affaiblie. Et même une invitation à Moscou, ce qui aurait été impensable 2 ans plus tôt. Et Poutine n'a rien concédé. Il n'a pas donné de cessez-le-feu, pas de concession territoriale, aucun changement en Ukraine. Et ensuite, il y a eu Xi Jinping, le président chinois. Trump l'a appelé un gars brillant. Il a dit qu'il avait toujours eu une excellente relation avec lui. Puis d'un coup, il a déclenché une guerre commerciale avec la Chine, des droits de douane jusqu'à 140%. Quand Pékin a riposté et n'a pas plié, Trump a changé de stratégie. Et dans la deuxième moitié de 2025, il a recommencé à couvrir Xi de compliments. Ils se sont même retrouvés à Busan en octobre 2025 et ont convenu d'une trêve commerciale d'1 an. À ce moment-là, Trump a appelé Xi un grand leader respecté. Mais si on regarde ce que la Chine a donné en échange, on ne voit aucun changement structurel à la politique industrielle chinoise. Aucune concession sur Taïwan, aucun recul en mer de Chine méridionale. Rien. Trump n'a rien obtenu de la Chine. Et pire encore, chaque allié que Trump a repoussé ou humilié est devenu un partenaire potentiel pour la Chine. Mark Carney, le Premier ministre canadien, s'est envolé pour Pékin en début 2026. C'était la première visite d'un Premier ministre canadien depuis près d'une décennie. L'Union européenne a accéléré ses négociations commerciales avec l'Inde et le Mercosur. Le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont relancé des discussions trilatérales. Xi n'a même pas eu besoin de construire une coalition anti-américaine. Trump l'a construite pour lui. Donc le bilan global, il est totalement déséquilibré. Le côté agressif avec les alliés a produit des résultats à court terme, mais le côté chaleureux n'a absolument rien produit à part un peu de communication. Et la seule chose que Trump présente comme preuve que sa stratégie fonctionne, c'est-à-dire les dépenses records des pays de l'OTAN, ça finance en réalité des systèmes qui vont rendre le levier américain obsolète dans quelques années. Une fois que l'Europe aura construit une capacité de production défensive, la stratégie de l'agressivité ne fonctionnera plus. Une fois que le Canada aura établi des corridors commerciaux vers la Chine, les entreprises avec un accès au marché chinois vont faire du lobbying pour les maintenir. Les entreprises de défense européennes, qui gagnent des parts de marché sur leurs concurrents américains, vont tout faire pour les protéger. On parle d'usines, de contrats, de routes commerciales. On ne va pas fermer une usine parce que le prochain président reprend une diplomatie normale. Une fois que la machine est lancée, on ne l'arrête plus. Les dégâts sont à long terme. Et même les alliés intellectuels de Trump le voient bien. Peter Roth, un chercheur à l'Institut Hudson, a mis en garde sur le fait que la pression de Trump a soulevé des questions sur la durabilité de l'engagement américain. Elle pourrait, selon lui, pousser les alliés à se couvrir via l'autonomie stratégique européenne. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a eu des résultats immédiats et conséquents avec le camp allié, mais aucun avec le camp adverse. Et que si ça a fonctionné sur le camp allié, c'est uniquement parce que Trump a hérité d'une structure de dépendance qui, elle, était vieille de 70 ans. La réponse la plus logique, c'est que non, il n'y a pas de stratégie. Ce qu'il y a eu, c'est un racket de protection qui a produit des résultats à court terme. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça ? A priori, sans doute des réflexes d'homme d'affaires forgés pendant des décennies dans l'immobilier. Bousculer les faibles et charmer les puissants. Et également une fascination pour les hommes forts que ses adversaires exploitent.